Voilà, donc après la richesse des débats de ce matin, on continue avec des belles interventions cet après-midi et on commence avec Andrea Cohen, donc sur le projet Samson, tu vas nous éclairer sur ce travail. Oui, et pas seulement. Et pas seulement, j'imagine, bien sûr. Non, mais je veux dire, je vais vous éclairer sur... j'ai un peu choisi d'ouvrir un peu parce que j'ai développé d'autres activités à côté de Samson que je voudrais partager avec vous. Et qui ont justement les points communs, en tout cas entre les deux activités, c'est l'usage du numérique. Donc je pensais que le cadre de ce colloque était effectivement tout à fait approprié. Et donc en fait il y a deux aspects de mon travail, de musicienne et de pédagogue, que je vais vous présenter. Donc effectivement le premier c'est un projet qui s'appelle Son. Alors même déjà le nom vous dit un petit peu quelque chose, puisque sound c'est son en anglais et son en français, qui veut dire donc la même chose, mais parce que ça parle déjà de deux mots comme ça qui s'entrechoquent pour en faire un seul, Samson, donc deux mots qui signifient cet échange. Et comme on a un peu de temps, je peux me permettre même de vous raconter l'origine de ce projet. Et au départ, j'ai rencontré à la cité universitaire quelqu'un qui est devenu très bon ami et collègue aussi, Vichka Radziewicz, qui est d'origine polonaise. Et moi, je suis d'origine argentine. Et donc, en fait, après, elle est partie vivre aux États-Unis, vous êtes un Américain, et moi, je suis restée en France. Donc, en fait, ce qu'on avait un point commun tous les deux, c'est qu'on vivait dans deux pays adoptifs, et qu'on était musicienne, et qu'on aimait beaucoup enregistrer des sons. Et donc, on a décidé de faire une correspondance sonore, comme ça, sans aucun but. Et, au lieu de nous envoyer des lettres, c'était l'époque, mettez-vous dans... C'est les années, la préhistoire, c'est la vie avant Internet. Hein. Donc, c'est-à-dire en 1990, à peu près, on a commencé à s'envoyer des cassettes. Au lieu de s'envoyer des lettres. Ça vous dit quelque chose, cassette? Voilà, déjà le mot cassette. 20e siècle, c'est mieux. Ça, c'est le siècle dernier. Donc, en fait, on a commencé à faire ça. Et après, l'idée nous est venue de transformer cet échange sonore en une pièce musicale. Et à un moment donné, l'idée aussi est apparue que ce type d'échange pouvait être quelque chose de très intéressant à développer sur le plan pédagogique. Et moi, j'ai travaillé pendant très longtemps au conservatoire de Vitry-sur-Seine. Et donc, j'avais des relations avec la ville de Vitry. Et puis, elle habitait dans un petit village dans le New Jersey, qui est une zone qui se trouve dans la grande banlieue de New York, mais qui est un autre État. Et elle habitait dans un endroit très particulier qui s'appelle Roosevelt, qui avait été fondé par le président Roosevelt, qui était un village un petit peu modèle, où toutes les maisons étaient un peu semblables, où les gens ne mettaient pas la clé sur la porte. Bon, c'est fini maintenant ça, mais à cette époque-là c'était comme ça, donc on ne fermait pas les maisons tellement on prenait la confiance entre les gens. C'était un petit village un peu utopique. Et donc, il y avait une école élémentaire, une école primaire, et moi j'avais donc des relations avec des professeurs du conservatoire, mais qui avaient des relations avec les écoles de Vitry. Voilà, c'est comme ça que le projet est né. Et donc, on a organisé un échange en 2000, Et voilà, et là on a senti qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un truc à creuser, que cet échange provoquait plein de choses intéressantes au niveau de l'écoute, au niveau de la composition, au niveau de la connaissance de l'autre, etc., etc. Donc on a continué à développer ce projet qui a actuellement 15 ans. Et on l'a fait sur plusieurs formes. On l'a fait avec des enfants. Donc la première fois c'était des enfants de 8-9 ans. On l'a fait avec des enfants un peu plus âgés, avec des adolescents, avec des étudiants universitaires. Et depuis quelques années, on a repris le côté artistique et on a développé un collectif pour donc inviter des artistes à participer dans des projets comme ça, dans des projets de création collective à distance. Parce qu'en fait, nous, donc, on continue à vivre, elle continue toujours à vivre aux États-Unis et moi en France, et donc il y a toujours la question de la distance. Évidemment qu'aujourd'hui, ça se gère différemment. Aujourd'hui, il y a Skype. Aujourd'hui, c'est très facile de mettre un son sur un mail, par exemple. Pensez-vous qu'il y a 10 ans, c'était impossible, c'était trop lourd. On ne pouvait pas mettre un son, même un son MP3, on ne pouvait pas le mettre sur un mail. Et puis, il n'y avait pas le WeTransfer, il n'y avait pas des systèmes qui le permettaient. Donc, en fait, c'était beaucoup plus complexe. Ça, je vais vous passer tous les détails techniques.
on utilisait juste, je vous dis, on utilisait ce qu'on appelle le File Transfer Program, FTP, pour pouvoir échanger les sons. C'était quand même beaucoup plus lourd hein, quand on a commencé. Et au niveau du logiciel, on avait commencé par utiliser des Pro Tools. Il y avait une version qui était gratuite, la version 5. Vous voyez, maintenant on est à la version 11. Donc, mais elle était gratuite. Et puis maintenant, depuis pas mal d'années, on utilise Audacity, qui est toujours un logiciel gratuit, qui est assez facile à utiliser par des gens qui ne nous ont pas initiés. Et voilà. Et puis il y a d'autres, tu as mentionné ce matin, Reaper, en tout cas, pour nous, peu importe finalement les logiciels qu'on utilise, pourvu qu'on arrive à pouvoir faire des fichiers son, qu'on puisse échanger, puis fabriquer des séquences. Donc je vais aller tout de suite à vous parler donc, du contenu du projet, en quoi ça consiste. Voilà, alors on a eu, il faut quand même le mentionner, on a eu le soutien de l'Université Columbia à New York parce qu'ils nous ont donné l'espace pour pouvoir développer le projet. C'est tout ce qu'on a eu, mais c'est déjà beaucoup. À cette époque-là, on pouvait d'ailleurs, on avait vraiment une page attribuée sur laquelle on pouvait télécharger des sons. Après, il y a eu le 11 septembre 2001, et donc tout s'est beaucoup fermé, et pour des raisons de sécurité, on n'a pas pu utiliser la page ouverte. Donc il a fallu passer par d'autres étapes, par des pages fermées, etc., etc. Voilà, donc on va aller au projet. Alors, quelles sont les questions que ce projet peut poser? Et donc, ça peut se passer, alors, aussi bien entre des enfants des écoles, qu'entre, par exemple, des classes de formation musicale dans des conservatoires, ça peut se passer entre des étudiants des écoles d'art, et c'est extrêmement ouvert, vous voyez. Mais bon, si on prend le cas d'une école, à quoi ça peut servir? Donc là, je vous lis les questions qu'on peut se poser. Comment introduire la pratique de la musique électroacoustique à l'école? Comment faire que les élèves... Alors ça, c'est très important ce point-là. Comment faire que les élèves utilisent la technologie informatique d'une façon créative? Ça, je pense que ça, c'est au cœur du projet. Parce que, effectivement, hier, on en avait parlé du numérique, du centre du numérique, etc. Bon, le numérique est installé. Je veux dire, après, effectivement, il faut en faire quelque chose de bien avec ça. Parce qu'il est là. Et surtout, au niveau des enfants, ça fait partie de la vie quotidienne des enfants aujourd'hui. Les enfants sont même plus adroits souvent que beaucoup d'adultes pour s'en servir. Mais l'idée, c'est effectivement qu'ils ne soient pas des consommateurs. L'idée, c'est qu'ils puissent être acteurs avec cet outil. Et ça, je pense que c'est essentiel dans une démarche pédagogique. Hein. Peu importe s'il s'agit de la musique ou d'autres disciplines scolaires. Et puis, effectivement, ce projet permet, par son caractère international, d'engager des collaborations donc, entre des écoles de différents pays et à travers une pratique artistique. Mais évidemment, ça pourrait s'imaginer entre deux régions de France. On en a parlé déjà, ça peut se faire parce que deux régions de France ou d'ailleurs, je veux dire, à partir du moment où il y a deux groupes, et que ces deux groupes peuvent échanger, on peut imaginer le projet. Évidemment, plus il y a des différences, plus l'échange est intéressant dans un sens, et original. Ça veut dire que si on fait un échange entre deux groupes qui ne parlent pas la même langue déjà, donc l'échange va forcément passer par des sons qui racontent, ou bien ça peut passer aussi par des sons vocaux, mais à ce moment-là, le son, on ne comprend pas ce qu'il dit, donc ça va être la musique de la langue qui va passer. Et puis, évidemment, il y a la curiosité. Alors, évidemment, la curiosité, pour celui qui est très différent de vous, est plus grande. C'est-à-dire, comment, nous, on a vu ça, les enfants, alors, les enfants de Vitry, qui vivaient dans une ville qui est très bruyante, on entendait tout le temps des voitures et tout ça, et les autres enfants de Roosevelt qui entendaient les petits oiseaux, les petites branches qui s'est cassées, il y a très peu de voitures. Voilà, donc c'était un environnement très très différent. Alors, à partir de là, donc, le projet, il s'est déploie en trois phases, on va dire. La première phase est enregistrer. Alors, qu'est-ce qu'on enregistre? Très important de penser que ce qu'on va enregistrer va être envoyé, parce que ça change le type d'enregistrement. Ça veut dire, je vais enregistrer qui je suis, où j'habite, et donc je vais essayer de trouver des sons qui racontent ça. Où j'habite, comment est mon environnement, qui je suis,
quel est le son de ma voix, comment je parle, quelle est la langue que j'utilise. Donc c'est important de penser que ce son-là, ils sont adressés à quelqu'un. Et que ce n'est pas juste des sons que j'enregistre parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils me plaisent, ou parce qu'ils plaisent aux enfants, etc. C'est différent, c'est une autre attitude au moment où on enregistre. C'est qui, évidemment, n'empêche pas de chercher des belles prises de son, de parler comment on fait une belle prise de son, comment on évite les parasites, la distance du micro par rapport à la source, la qualité d'un paysage sonore, etc. Toutes ces questions-là, elles sont évidemment là. Mais il y a un plus, et un plus c'est que ce son, il est adressé à quelqu'un. Et ça change énormément de choses. Ensuite, le moment, donc évidemment, toute la période d'enregistrement, on va dire, on enregistre, mais aussi, on va, après ce son-là, on va les sélectionner. Donc il y a tout un travail d'écoute très important qui se passe dans la classe ou avec les groupes avec lesquels on travaille, des sélections, des discussions et de choix. Et donc, on a toute la période du montage, ce qu'on peut appeler montage d'une manière générale, c'est cette période-là. Et donc, à ce moment-là, on va choisir le son. Ce son-là, on va faire une sorte de banque de sons. Donc, évidemment, pendant que nous, on fait ça, nos partenaires font la même chose. Ça peut se passer, il ne faut pas que ça se passe exactement au même moment. Ça peut se passer, je veux dire, peut-être qu'il y a un groupe qui commence en octobre et l'autre qui le fait en novembre. Et ça peut arriver, il ne faut pas que ça soit complètement synchro. Le tout, c'est qu'on se retrouve à échanger à un moment donné. Donc, on va constituer une banque de sons et on va dire des paysages sonores, on va dire des sons vocaux. Après, c'est un petit peu aussi l'imagination de la personne qui guide le groupe, qui peut décider dans la discussion aussi quel type de son, où est-ce qu'on les envoie. Puis évidemment, ça permet, si ça se passe dans une école primaire, de parler de plein de choses d'autres, de la géographie, de l'histoire, des langues, etc. Voilà. Et on arrive au moment de l'échange. Donc les sons, ils se trouvent tous sur une banque de sons. Et on va les envoyer. Et évidemment que les autres enfants vont faire la même chose. Donc il y aura cette étape d'échange. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors avec ces sons-là? Ils sont tous donc qui ont été échangés. Les deux groupes, on a entendu les sons des autres. Eh bien, on va composer. Voilà, donc ça c'est la troisième étape. Et ça c'est un petit peu ce qui différencie ce projet d'autres projets similaires qu'il y a eu. Il y en a. Peut-être qu'il y en a même que je ne connais pas, hein, comme les cartes postales sonores. Parce que les cartes postales sonores, ça s'arrête à les stades d'échange, on va dire. On échange, on envoie des cartes postales. Là, c'est l'étape au-dessus, on va dire, ou un peu plus complexe, c'est qu'avec ces sons-là, on va construire. Voilà. Et donc, on va utiliser tous ces sons-là comme des matériaux. Et alors là, ce sera vraiment le rôle du pédagogue, de comment orienter les élèves, les étudiants, les enfants, vers la construction des séquences qui utilisent comme matériaux tous les sons. Donc en fait, avec ces séquences qu'on va construire, on va inventer des sortes de miroirs en fait, entre les différents sons qui sont échangés. Donc les idées, je pense que je les ai déjà autrement formulées, avec des exemples, je pense, et voilà, donc l'idée, comme je vous disais tout à l'heure, de faire de la composition collaborative à distance, faire de la musique dans un processus d'échange. Parce qu'en fait, une fois qu'on a toutes ces séquences, mettons qu'on a un certain nombre de séquences, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, ces séquences deviennent des matériaux. Et qu'on continue à échanger pour fabriquer d'autres séquences de plus en plus complexes. Et d'une certaine manière, nous, on a laissé ouvert à quel moment on est dans le stade de la composition. Et en français, le mot séquence, et en anglais, ça se traduit pour fragment. Donc voilà, c'est-à-dire on fait des fragments. À quel moment on passe à la composition, on va dire, à l'assemblage de ces fragments et comment on les assemble. Nous, on a laissé la question ouverte et en fait, on a des réponses différentes selon le contexte.
Alors donc, justement, je vais vous présenter le premier projet que nous on a appelé le projet prototype, qui se passait donc entre des enfants des écoles primaires de Vitry-sur-Seine et Roosevelt. Et à ce moment-là, la réponse que nous avons eue, c'était de faire 5 séquences, et chaque séquence avait une thématique. La première thématique était de se présenter, la présentation. Après, il y avait une autre thématique qui était l'opposition des paysages sonores entre les deux lieux. Et une autre thématique était faire des transformations de sons. Ils appelaient ça musique par ordinateur. Vous allez l'entendre, je vous ai fait écouter les exemples. Ensuite, il y avait une séquence qui était faite rien qu'avec des paroles. Et la dernière, c'était une finale, ça veut dire une espèce de coda où tous les éléments étaient mélangés. Donc là, on avait pris le parti de faire des séquences et de donner une thématique, et que chaque groupe travaillait séparément sur une de ces thématiques. Mais c'était une première réponse qu'on a trouvée pour donner une espèce de fin à ça. Alors, il faut savoir qu'on a travaillé pendant une période à peu près 6 mois, en allant à peu près une fois par semaine. Et il faut aussi savoir que dans les écoles, par exemple à Vitry, il y avait 2 classes concernées qui étaient des CM1 et CM2, mais qui étaient, en fait, les maîtresses, c'était 2 maîtresses, et elles avaient choisi les enfants qui étaient vraiment motivés. Et ils travaillaient par groupe de 3 par ordinateur, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'ordinateurs dans cette école. Et alors qu'à Roosevelt, c'était plus riche, ils avaient un ordinateur par enfant. En plus, c'était une école qui était beaucoup plus petite. Je crois il y avait 10 enfants dans la classe, parce que c'est une école communale dans un petit village en fait. Et bon, je vais vous faire écouter peut-être un peu. De toute manière, vous pouvez les écouter après sur la page, vous invitez où, c'est déjà comme ça. C'est l'autre. C'est l'autre. Ah bah je vais le remettre. Sound dot sun. Sound dot sun. La buzz est due au vidéoprojecteur. Ça. Non, le vidéoprojecteur. Ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Ouais. Ah bah oui, C'est meilleur on que n'a plus de lien. Il faut le remettre. C'est-à-dire que le vidéoprojecteur est branché sur la même ligne que la... Ah oui, d'accord. Bon. C'est-à-dire, si on garde le bruit, on voit l'image. Et si on veut enlever le bruit, on enlève l'image. Des œuvres pluridisciplinaires. Ou alors l'alimentation. Dipende, non vecchio Max. Deuxième partie, part 2. très bien. Roosevelt. Ça sera jamais mieux. Vitry. C'est l'ordinateur, hein. Qu'est-ce que je fais là? Je l'éteins ou quoi? Je vois, il rame. Bon, je n'ai pas écouté les exemples, je les fais écouter à la fin peut-être les exemples. Hein, pour faire comme ça. Voilà. Il a planté ou quoi? Oui, si. Là, c'est, il y a pas. Il faut quitter le PowerPoint en fait. Vas-y. Ces idées, ce que je peux faire, je peux les mettre sur iTunes. Bon, je ferai là. Je continue à parler, puis à la fin, je vous ferai écouter les exemples. Parce que je ne vois pas comment je peux faire autrement.
temps, on va faire ça. Voilà, alors, Ça sera quand même sur les mêmes prises. Parce que là, on regarde sur le alors je vais essayer. multiprise. Sound dot sun. Sound dot sun. Sound dot sun. Sound.sound. Une pièce musicale. Musical piece. Première partie. Part 1. My name is. Je m'appelle. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en n'auras pas. J'en ai du bon, j'en ai du bon, j'en ai du bon, j'en ai du bon, tu n'en auras pas. J'en ai du bon, du bon et du bon, j'en ai du bon, du bon et du bon, j'en ai du bon, du bon et du bon, j'en ai du bon. How do you start with it all? 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 Our names are Jonathan, Karina, Danielle. Je m'appelle Julia, Megan, Tommy. Je m'appelle Rita, Larry, Gabrielle, Joe, and we live in Roosevelt, New Jersey, in the United States. Je m'appelle Rita. Voilà, ça c'est la fin de la première partie. Donc, My name is, je m'appelle. C'était un peu le titre. Je vous fais écouter une autre. Deuxième partie. Part 2. Roosevelt. 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 Vitry-sur-Seine. Vitry-sur-Seine. Bonjour. Alors, mettez le petit poulet, je mets ça de côté.
les sons, les voix françaises, c'était dans un marché. Les enfants avaient voulu aller dans un marché de Vitry, et c'est là où on a pris tous ces sons-là pour vous entendre. Il y a aussi des sons des jouets qu'on avait enregistrés dans une crèche. Pas dans une, pardon, dans une école maternelle, qui est à côté de l'école primaire. Et donc encore un autre exemple donc de la même pièce. Troisième partie. Part 3. Musique. Computer music. Voilà, il y a deux autres donc, séquences que vous pouvez écouter. La pièce, elle se compose de 5 séquences au total. Et ce que je vais faire maintenant, je vais vous présenter un autre projet qu'on a fait beaucoup plus tard, en 2008. Et voilà, et là, avec la Muse avait participé, avec les élèves de Villejuif, avec Yves. Et donc en fait c'était un professeur du collège, d'un collège de Villejuif qui travaillait en relation avec la mise en circuit, et il était venu me voir en me disant oh, tu sais, il y a la semaine européenne à l'école parce que la France était le pays hôte pour de la Commission européenne en 2008, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc il y a eu une semaine où on essayait de mettre des écoles en relation. Et voilà, et donc effectivement nous on avait plein de contacts dans des écoles de différents pays. Je vous dis, Viscal, elle est d'origine polonaise. Donc, vous voyez, il y a 2 villes en Pologne qui avaient participé. Moi, j'avais eu des contacts avec une ville aussi à Lansargues, et puis en Italie, et puis au Royaume-Uni où j'avais travaillé, la ville de Leicester, et puis elle aussi en Bulgarie. Bon, à nous deux, donc, en fait, vous savez, à nous deux, on parle, je crois qu'il y a 10 langues. Moi, je parlais les langues latines, elle parlait les langues slaves, donc ça nous facilite beaucoup le travail. Et donc, mais c'était assez compliqué à monter parce qu'on avait très peu de temps. Donc c'était un dispositif extrêmement différent de celui qu'on a eu la première année, où on avait 2 écoles, on avait 6 mois devant nous, etc. Là, on avait très très peu de temps, donc il a fallu faire autrement. Donc en fait, dans chaque groupe avait quand même la possibilité de travailler en amont avec un instituteur ou avec un professeur qui avait déjà une petite idée de comment on faisait l'enregistrement et les montages de son. Et nous, on était là pour superviser tout ça. Donc, voilà. À l'arrivée, comment on avait fait? Donc, il y a eu un concert. Alors là, justement, on est dans une formule très différente parce qu'on est dans un type d'échange qui se passe pratiquement en temps réel. Et nous, on avait fait le dernier jour, qui était un vendredi, donc, parce que c'était toute la semaine. Donc, si vous voulez, je vous raconte ça rapidement. Un mois avant, on a mis en place le dispositif. Ça voulait dire que dans chaque école de chaque pays, il fallait enregistrer. On avait déterminé 2 types de sons, on avait déterminé aussi les durées. Les 2 types de sons, c'était soit des sons vocaux, où on exprime des choses, ça pouvait être un petit bout de texte, ça pourrait être un proverbe, ça pouvait être un petit bout de chanson. Ça devait durer pas trop longtemps, ça devait durer quelques secondes. On va dire une moyenne de 10 secondes. Et puis, un autre type de son qu'on avait appelé le son d'environnement. Et donc, ce son-là, c'était les paysages sonores des endroits où ils habitaient ces enfants-là. Donc, on a fait une banque où ces sons-là, ils étaient différenciés par la lettre V comme vocal et E comme environnement. Et voilà, donc il fallait composer avec ces sons-là. Mais comme on avait donc très peu de temps et qu'on allait faire ça en temps réel, on a fait des jeux. Alors, vous voyez, les premiers jeux, c'est les dominos. Donc, les dominos, tout le monde sait ce que c'est qu'un domino. Bon, c'est un peu, on va dire, c'est pas un domino pris dans un sens strict. Hein. C'est-à-dire qu'il fallait que la fin d'un son puisse avoir une relation quelconque dans un de ses paramètres avec le son qui suivait. Hein. Vous n'alliez pas trouver exactement
la fin d'un son et le début de l'autre identique. Voilà, ce qui aurait été un domino. Donc c'était un peu, on va dire, une idée poétique du domino. Le deuxième jeu, c'était les voix, donc il fallait juste mettre des sons vocaux. Et puis le troisième jeu, le premier groupe qui intervenait, ça je vais vous expliquer après comment ça s'est passé, et choisissait un son. Et puis, chaque fois que les autres groupes recevaient le son, ils devaient les transformer et l'ajouter. Comment on avait fait ça et pourquoi on avait fait 3 jeux, vous pouvez vous demander. Alors, en fait, on avait vu qu'avec les décalages horaires et tout ça, parce qu'avec les pays qui étaient plus à l'est, il y avait 1 heure de décalage dans un sens, et puis avec l'Angleterre, il y avait 1 heure de décalage dans l'autre sens. En fait, on avait 2 heures pour faire tout ça. Mais en même temps, on avait fait un dispositif où chaque groupe commençait un jeu. Ce qui fait que les enfants étaient tout le temps occupés à choisir des sons et à l'ajouter. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui. Si? Je pense. Voilà, concrètement. Donc en fait, pendant ces 2 heures, il y a eu 3 jeux qui se sont mis en place. Et nous, on a créé de telle manière, on a distribué les villes, c'est-à-dire le mouvement d'une ville vers une autre, de manière qu'il n'y a pas de collision. Ça veut dire que, bon, on a tout organisé. Après, on a utilisé les hasards aussi pour décider quelle ville commencer. Et voilà, et ça se fait comme ça. Et donc, il y a les 3 jeux, ils sont très courts, je peux vous les faire écouter. Mais il faut penser, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, que c'est peut-être moins élaboré, parce que c'était fait vraiment en temps réel et très rapidement. Mais c'est une autre manière de faire. Voilà, ça c'est un peu le résumé des objectifs et des constatations et des résultats qu'on a pu observer tout au long des expériences Sound Song.
Et je voudrais passer donc à commenter l'autre aspect de mon travail sur lequel je voulais parler aujourd'hui, et c'est donc l'élaboration des pièces de musique mixte. J'en ai composé quelques-unes, donc à destination des enfants. J'ai travaillé très longtemps dans un conservatoire, dans une école de musique, et je me suis occupée à partir de 2008 jusqu'à 2014, l'année où je suis partie, d'un atelier de musique mixte. C'est-à-dire que j'ai mis en place un atelier de musique mixte il y avait déjà dans le conservatoire, il y avait une classe d'électroacoustique sous forme d'atelier, et puis je collaborais avec le professeur d'électroacoustique qui s'appelle Philippe Mion, que parmi vous certains connaissent. Et donc, et à un moment donné, bon, j'ai eu envie de faire ça, cet atelier de musique mixte, parce que je pensais qu'il y avait vraiment, c'était la classe d'électroacoustique, c'était vraiment une espèce d'ovni dans le conservatoire. Complètement à part, personne ne savait que ça existait, quand il y avait des concerts, personne venait, etc. Donc je trouvais que par le biais de la musique mixte, ça pouvait créer des passerelles. Et c'est ce qui s'est fait au début, personne n'y croyait. Et puis en fait, ça se révélait comme une idée intéressante, et les professeurs, mais c'est surtout les élèves, qui ont été, je vais dire, les personnes qui ont confirmé que c'était une bonne idée, parce qu'ils étaient très très enthousiastes de travailler des pièces de musique mixte. Et il n'y a pas beaucoup de répertoire accessible aux enfants, et aux enfants ou aux débutants, on va dire, aux élèves débutants, pas enfants. Il y a une collection qui est sortie par Eugèle il y a quelques années. C'était l'époque des cassettes, c'est pour vous dire. Donc il y avait... oui, donc il y a un recueil pour piano et bande, et un recueil pour flûte ou hautbois et bande, et puis un recueil pour violoncelle et bande. Et alors ce qui est intéressant dans cette collection, c'est que vous avez donc là maintenant, après ils ont fait certains ils ont converti en CD, donc vous avez une version, vous avez la partie et le support seul, et vous avez après une version de comment ça doit sonner. Et souvent je faisais ça, je donnais aux élèves, donc je leur donnais un CD, puis ils allaient chez eux, ils travaillaient, très contents de faire ça. Ils adoraient faire ça. C'était une espèce de partenaires robots comme ça, qui travaillaient avec eux. Et voilà, et donc du coup évidemment j'ai eu l'idée moi-même de composer des pièces comme ça, parce que j'avais une classe de piano. Donc la première pièce que je composais, c'était les fantaisies domestiques, où là, ce que j'ai utilisé comme dispositif, c'était donc le piano évidemment, et beaucoup d'élèves débutants, parce que c'est ce que j'avais en plus surtout. En piano, vous savez, c'est là où il y a le plus de monde, mais c'est là aussi où il y a le plus de passages. L'élève qui commence et qui arrête au bout de quelques années. Mais l'idée, disons, originale de la pièce, on va dire, c'était que j'avais un clavier échantillonné, et sur les claviers échantillonnés, donc pour les enfants pianistes, c'est facile à jouer un clavier échantillonné, c'est un clavier. Évidemment, sur chaque touche du clavier, c'était attribué à des sons concrets. Et ça s'appelle domestique, parce que ça racontait un peu l'environnement sonore des élèves de piano qui étaient tout le temps dérangés par toutes sortes d'événements qui s'est passé chez eux. Et puis après j'ai fait une autre pièce dont j'en parle pas ici, puis la dernière que je fais à Vitry, c'est Souffler et faire des bouteilles, et qui est une pièce donc pour support, mais là c'était aussi, il y avait des objets, il y avait des bouteilles, il y avait des verres à pied, vous savez, sur lesquels on peut, tout le monde connaît ça, en mouillant avec le doigt on peut obtenir le son. Là j'avais fait un dispositif où ces sons-là ont été transformés en temps réel, et avec le logiciel Ableton Live. Il y avait les bouteilles aussi qui jouaient avec les flûtes, et il y avait un support électroacoustique fixe aussi que j'avais composé à partir des sons qu'on avait enregistrés. Voilà, donc effectivement, ce qui permet donc ces deux pièces, en tout cas que je présente, donc il y avait la transformation sonore des objets et des instruments, il y avait l'invention sonore qui permettait donc de faire dialoguer l'instrument et l'objet avec une partie électroacoustique. Donc dans ces cas-là, effectivement, il n'y a pas véritablement une production sonore de la part des enfants, il y a plutôt, on va dire, une interaction avec l'élément enregistré. Et puis évidemment il y a certaines parties où il y avait une large place à l'improvisation. Et je vais vous faire écouter des exemples. Donc les premières, c'était très écrit. Les deuxièmes étaient une improvisation. Et c'est-à-dire que la partie, aussi bien la
partie instrumentale que la partie et que les interventions de la partie électroacoustique étaient sous forme d'improvisation. Donc le premier exemple, donc, c'est la fantaisie domestique. Improvisation sur les thèmes de Nokia, c'est les élèves qui les ont écrits, les petits pianistes. Donc ensuite, ce dialogue. Donc, ça c'est disons un petit peu les observations que je retiens de ce travail d'atelier de musique mixte. Et je voudrais finir par une réflexion qui m'est venue donc a posteriori, en mettant en parallèle ces expériences. Donc je suis partie donc, d'un travail compositionnel, un travail pédagogique, pour trouver que ce qui pouvait réunir ces expériences, c'était l'idée de dispositif. Donc, parce que dans les deux cas, le rôle du compositeur pédagogue est de mettre en place un dispositif de jeu qui puisse donner lieu à des interactions avec cet outil. Alors, je me suis demandé qu'est-ce qu'un dispositif, et j'ai trouvé une définition très générale, que je veux vous lire, qui est assez connue d'ailleurs d'un philosophe italien, Giorgio Agamben, et qui dit « J'appelle dispositif tout ce qui a, d'une manière ou d'une autre, la capacité de capturer, d'orienter, de déterminer, d'intercepter, de modeler, de contrôler et d'assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants. » C'est une définition extrêmement générale. C'est un petit livre très intéressant qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un dispositif ?» de cet auteur italien, Giorgio Agamben. Mais je me suis dit, mais moi ce qui m'intéresse, c'est les dispositifs, mais dans les domaines de la musique. Et là, j'ai trouvé Francis Beyer qui a écrit un livre qui s'appelle Des chambres à Cage, et c'est sur la notion d'espace sonore dans la musique contemporaine. Et il applique ces termes dispositifs pour parler de l'œuvre de John Cage. Voilà ce qu'il dit, donc, vous pouvez le lire. Voici ce qu'il dit Francis Beyer à propos de John Cage. Donc, c'est la tâche du compositeur de définir les règles d'un dispositif à la fois souple et précis qui doit rendre possible la manifestation d'un événement musical dont ni l'auteur, ni les interprètes, ni les auditeurs ne peuvent prévoir à l'avance ce qu'il sera. Et à un autre moment, là, donc, j'ai laissé un espace d'une façon générale. La démarche compositionnelle de John Cage consiste essentiellement à mettre en place un dispositif de production et à définir un cadre de réalisation possible pour un événement musical qui pourra ou non se produire. Je me suis dit que dans le cadre pédagogique, cette définition était très intéressante parce qu'effectivement, nous, on peut mettre en place un dispositif, on peut présumer de ce qui va se passer, on sait qu'on peut mettre en route un processus, mais après, bon, effectivement, les résultats,
il est fluctuant parce qu'on a affaire à des amateurs, on a affaire à des gens qui ne sont pas musiciens. Et donc, il faut laisser cette donnée-là, elle a son importance. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas la laisser de côté. Et alors, évidemment, cette notion d'aléatoire qui est au centre de la démarche de Cage, on la retrouve, vous savez bien, dans la musique européenne, mais sous une autre forme, c'est-à-dire sous la forme d'une mobilité à l'intérieur des œuvres structurées comme des œuvres tout à fait fixes. Et ça, on voit ça dans certaines œuvres de Boulez, de Tuchhausen, de Xenakis, de Lutoslavski. C'est une période où ils ont voulu faire de l'aléatoire, mais c'était un aléatoire contrôlé. Donc on peut dire que si dans le cas de Cage, on peut parler de hasard ou d'indétermination, dans les cas des autres compositeurs que vous mentionnez, peut-être que le mot ouverture, dans le sens d'écho, est d'Umberto Eco qui parle de l'œuvre ouverte, comme une œuvre ouverte possible, ce serait plus approprié. Donc, effectivement, en essayant de comprendre un peu mon propre travail, je me suis dit, bon, effectivement, la notion de Cage peut plus s'appliquer aux productions sonores des enfants dans le cas de mon projet Sound Song. Et cette idée d'une œuvre avec une mobilité peut plus s'appliquer aux pièces pédagogiques que je composais, où je laisse des espaces comme ça d'improvisation ou d'invention. Voilà, donc effectivement, oui, le mot aléatoire, voilà ce qu'il dit Bruno Giner. Je trouvais intéressant la définition qu'il donne, parce que, effectivement, dans les mots aléatoires, il dit que ça peut se trouver dans la structure générale ou dans certains paramètres. Donc, en fait, ça donne la possibilité double, qu'il y ait de l'indétermination partout ou à certains moments. Et alors, voilà, je retrouvais une autre phrase de Cage qui m'a interpellée dans le cadre d'un travail pédagogique, que je trouvais aussi très intéressante. L'art n'est pas un objet fabriqué par une personne, mais un procédé mis en mouvement par un groupe de personnes. L'art est socialisé. Ce n'est pas quelqu'un qui dit quelque chose, mais des gens qui font des choses, donnant à tous, y compris aux participants, l'opportunité de vivre des expériences qu'ils n'auraient pu vivre autrement. Je trouvais que c'est une belle manière de parler de la pédagogie. Ce texte... C'est un texte qui se trouve dans un des journaux de Cage. Voilà, alors je vais vous lire ma conclusion. L'invention des dispositifs s'avère la tâche du pédagogue-artiste, créer des espaces de liberté, des espaces de jeu, au milieu desquels les apprentis musiciens puissent expérimenter avec des sons, développer leur écoute, leur goût, leur imagination, construire avec des sons, comme avec les pièces en puzzle ou dans mécano, découvrir dans les assemblages de sons certaines lois qui le régissent. Il ne s'agit pas d'imaginer des stratégies dont l'aboutissement serait d'arriver à produire une composition musicale. En effet, nous croyons que la création d'une œuvre est un acte solitaire dans lequel l'intentionnalité va de pair avec la volonté. Il est proposé donc, aux apprentis de jouer avec la matière musicale, avec tous les sérieux dont les enfants sont capables lorsqu'ils sont en situation de jeu. D'autre part, jouer avec la matière musicale à travers l'outil informatique nous renvoie à la démarche concrète du faire et entendre, sans passer par la notation. En bref, créer et gérer des situations dans lesquelles les élèves participent, collaborent activement à l'élaboration d'une production sonore et musicale. Ah, tu es quasiment dans 7 minutes avant la fin, mais ce qui nous permet effectivement de lancer quelques questions autour de... présentation à la fois de cette action pédagogique, enfin les deux sont pédagogiques évidemment. C'est différent. Deux attitudes différentes. Moi j'avais envie d'en poser une directement, pardon, je me retrouve sur justement la place du compositeur à travers ces deux démarches. Comment, j'ai envie de poser la question, comment se font les choix de composition sur le travail que tu nous as fait entendre sur Sound Song? Il y a bien un moment où il faut déterminer, est-ce que c'est les jeunes qui déterminent, est-ce que c'est
On sait tous que c'est une hypocrisie totale. Et qu'au bout du compte, c'est le compositeur présent qui choisit. Alors, je vais vous dire que, en fait, je pense que, effectivement, idéalement, ce serait les enfants. Dans la réalité, c'est des négociations. Moi, je pense qu'il faut écouter les enfants. Il faut écouter ce qu'ils disent, il faut écouter leurs choix. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où il faut trancher. Voilà. C'est un peu, je veux dire, pour être honnête, hein, c'est un entre-deux. Mais par exemple, dans la petite série que je vous ai fait entendre, ça allait très très vite. Mais justement, contrairement à ce qu'on peut imaginer, là les enfants étaient hyper actifs, Et déterminé. oui, et déterminés et participants. Parce que ça allait très très vite et donc les enfants ils aiment beaucoup réagir. C'était vraiment présenté comme des jeux. Merci. Des questions? Oui, dans l'échange, dans le premier exemple que vous avez cité, il y a eu aussi un échange sur la composition. Comment ça s'est fait, ça? Parce que le produit fini, on entend bien, il y a effectivement en miroir les Français et les Américains, là. Oui. Mais comment ça s'est fait, Mais en ça, fait, concrètement? les enfants, concrètement, ils composaient des petites cellules qu'on assemblait. C'était Vous vraiment avez des échangé. assemblages Oui. qu'on échangeait, mais c'était surtout sur les mots des assemblages. C'était vraiment sous forme de collage. Je pense que le mot le plus proche, ce serait du collage. Ou assemblage. Moi, je préfère assemblage. Et après, il y a eu des échanges pour choisir justement ce qui Oui, était oui, proposé. c'est-à-dire qu'on s'envoyait, quand une séquence était faite, mais elle était petite, au début elle était petite, on envoyait, et puis l'autre groupe a envoyé et ajouté quelque chose, et c'était renvoyé. Ou bien c'était pas forcément plus long, mais c'était modifié. Parce qu'en fait, on pouvait intervenir à l'intérieur aussi. Oui, bien sûr. C'était pas forcément intervenir, d'ajouter quelque chose ou d'enlever quelque chose. En général, l'idée c'est qu'il fallait pas enlever. On a quand même travaillé sur l'idée qu'on pouvait ajouter, on pouvait superposer, on pouvait modifier, mais on ne pouvait pas enlever. C'était un peu ça le principe, parce qu'il faut aussi tenir compte des personnalités, que les enfants ne se sentent pas brimés, que les autres n'aiment pas ce qu'ils font, etc. Bon, ça, et alors, par exemple, dans l'exemple que je vous ai fait entendre, dans le premier, c'était à Vitry, en tout cas pour ce que c'était de mon côté, non, c'était des enfants qui étaient choisis dans 2 classes, que les maîtresses avaient choisi en fonction de... Elles les connaissaient, les enfants, il y en avait qui étaient difficiles, qui posaient des problèmes, ça. Ils ont choisi des enfants qui étaient plutôt sensibles, qui aimaient bien travailler à l'ordinateur, des choses comme ça. Une dizaine d'enfants. Oui, parce qu'en fait, il y avait 4 ordinateurs, donc ils étaient 3 par ordinateur, ça faisait 12. Mais peut-être si chacun avait un ordinateur, ça aurait été plus. Bonsoir. Oui, j'ai pas de question, mais quelques remarques. Bon, il me semble avoir déjà entendu cette présentation. Je savais que tu avais fait un truc avec Vichlan, non, il me semble que vous avez présenté quelque chose. Enfin, Mais il y a pas mal de temps. Oui, il y a pas longtemps mal. dans le séminaire du GAL. Je l'avais présenté, je sais quand, c'est-à-dire c'était au Dire qu'elle GLF. radote? Non, mais au contraire, ça m'intéresse beaucoup. D'abord, d'apprendre que ça continue. Oui. En tout cas, que tu es toujours en contact avec Vichlan, ça me fait énormément plaisir, parce que bon. Et... Oui, vous êtes connu d'État d'accord, Mutuel. oui, c'est ma fille quasiment. Bon. Oh, je lui dirais, c'est pas Non, mais c'est métaphoriquement. Hein. Mais non, ce que je voulais dire simplement de plus intelligent, ou de moins bête, c'est que, premièrement, je trouve ça extrêmement intéressant. Évidemment, ça rappelle les journaux Freinet. Je ne sais pas si tu connais un peu la pédagogie Freinet, mais l'idée, c'est extrêmement fort de demander à des enfants de tout simplement faire un journal, l'envoyer à quelqu'un d'autre. Ça c'est vraiment un dispositif qui implique des exigences de mise en forme, etc. Et en effet, pour apprendre à composer des espèces de cartes postales sonores, c'est vraiment une très bonne idée. Alors après, quel est le terrain d'application? Moi, je pensais, en entendant ton truc, je me disais, mais c'est les histoires de jumelage, quand il y a des villes jumelées à l'étranger. C'est évident qu'ils devraient faire des trucs comme ça. C'est formidable. C'est- Il y a eu, en fait, si tu veux, le problème, ça c'est bon, je ne sais pas si j'ai 2 minutes pour parler de tout ça, des problèmes pratiques en fait que ça 2 minutes, représente. oui. 2 minutes, bon, 2 minutes je peux. Ça veut dire que la difficulté, c'est comme dans tout échange, il faut être 2. Alors effectivement, il faut qu'il y ait 2 groupes disposés à travailler ensemble. Bon, évidemment, je peux vous dire, qui veut travailler avec l'équipe? Bon, nous, on a fait ça déjà. Il y a par exemple, il y a eu une expérience, on a mis en relation un garçon de la ville d'Ushuaïa avec un garçon de la ville de Bordeaux, vous voyez? Et tous les 2 avaient envie de travailler, ils se sont débrouillés des 2 côtés pour trouver les fonds. Il y en avait un qui était instituteur dans une école à Bordeaux et qui était professeur de musique, Jean-Louis De Santos.
Et puis celui de Ushuaïa, c'est un garçon, Joaquín Cofres, qui est un compositeur, qui a eu beaucoup de prix et tout ça. Et lui, il a adoré, donc il a trouvé une école privée qu'il a financée, qu'il a payée pour ses interventions. Mais bon, évidemment, le problème financier se pose toujours, et toujours, comme d'habitude. Bon, nous, on n'est pas une entreprise, on gagne absolument rien, le plaisir que ça se fasse. Donc, bon, c'est très ouvert. Hein, c'est-à-dire, évidemment, nous, actuellement, ce qu'on peut vous vendre, entre guillemets, c'est l'expertise. Ça veut dire de l'avoir fait pendant 15 ans et d'avoir mis en place un projet qui nous appartient. Hein. Voilà. En tout cas, théoriquement, il nous appartient, la conception. Une dernière question, peut-être? Oui, juste, il n'y a eu à aucun moment de tentative de notation de tout ça, de fixation d'une manière ou d'une autre. Alors, si tu vas dans le site, il y a effectivement la première année qui est peut-être que l'année, en même temps c'était prototype, et puis en même temps c'est une année où on a eu le temps d'expérimenter beaucoup de choses. Et il y a une petite notation avec des dessins. Des enfants. Oui, tout à fait. Et Ils sont donnés leur propre codage. Oui, c'est-à-dire en fait ils avaient fait des petits dessins, les uns à côté des autres, qui indiquaient des lieux, des choses, des objets. Mais a posteriori. Oui, c'était fait a posteriori. Mais de toute manière, on ne travaille pas sur une notion de notation avant la réalisation. On est dans l'oralité, la C'est dématérialisation. complètement, mais oui, parce que c'est le propre du travail qui te permet, depuis la musique concrète, qu'on peut faire avec les sons enregistrés. Donc, Moi, je me posais la question, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir du multimédia quand même? Pardon? C'est relativement facile de... oui, c'est vrai, mais nous, on était Le toujours... moyen d'aujourd'hui, c'est l'envers. Oui, c'est vrai, mais alors, en fait, nous, on était un peu, un peu dogmatique là-dessus, c'est-à-dire qu'on s'est dit non, nous, on veut que ce soit que du son, parce que justement, on est envahi par les images, il y a des images partout, on essaye de se concentrer sur l'écoute, sur le son, et ça peut aller très loin. Tu sais ce qu'il disait Orson Welles, l'autre, il disait que la radio, c'était l'écran le plus large. Hein. Orson Welles, qui a fait de la radio avant de faire du cinéma, il a dit que la radio donnait un écran, le plus large écran. Parce qu'on peut tout imaginer. On va y avoir des licences, au moins. On va être obligé d'interrompre cette brillante prestation. Et je vous propose peut-être en guise de notation qu'on note l'accord de septième de domino. Il a osé.